Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Mélanie Gaspard et je suis chargée de projet à la Direction générale de Pôle emploi à Paris. Et je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui parmi vous en tant que speaker. Ça fait maintenant 3 ans que je suis présente au GEN, mais sur les stands en tant qu'exposant. Et aujourd'hui, c'est en tant que speaker pour vous parler de l'Open Innovation au service de l'emploi. Alors, l'Open Innovation au service de l'emploi, on a un temps de parole de 45 minutes. J'ai prévu de vous expliquer, de vous présenter ce que c'est que l'Open Innovation et comment on le conçoit à Pôle emploi, de vous détailler et de vous présenter la plateforme pôle emploi.io. Donc vous allez découvrir ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. Cette plateforme, elle repose sur 4 piliers. On a l'open data, une brique être incubée, une brique pitchée et une brique diffusée. Donc je vais vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, à quoi ça sert et aussi pour qui. Et je laisserai la parole en fin de présentation à mes collaborateurs de la start-up Trade Union. Donc je suis ravie qu'ils aient accepté l'invitation de partager cette conférence avec moi, puisque c'est une start-up made in Grand Est, mais qui utilise aussi les données et la data de Pôle emploi dans le cadre de son service. Donc je les laisserai tout à l'heure vous expliquer ce que c'est, et ça sera un très bon exemple aussi de partenariat entre Pôle emploi et une start-up. Alors déjà, on va parler un peu Open Innovation. Donc l'Open Innovation, l'ère de la transformation digitale, elle a induit de nombreux changements dans les entreprises par rapport aux métiers, à la transformation des métiers, des usages qu'on a et comment on va transformer les produits pour répondre mieux aux attentes des clients. L'Open Innovation à Pôle emploi, c'est vraiment l'ensemble des process d'innovation, de partage, de collaboration et aussi d'ouverture à l'externe. Alors ça, c'est une notion très importante parce qu'à Pôle emploi, on a vraiment arrêté d'être nombriliste. On va vraiment travailler et s'ouvrir aux acteurs externes pour pouvoir collaborer, co-construire et partager donc, les mêmes problématiques pour travailler dessus et proposer des services qui vont être utiles autant aux demandeurs d'emploi qu'aux actifs, mais aussi aux entreprises en termes de recrutement. Donc cette notion-là, elle induit vraiment des synergies, je le disais, de la co-création. Et on est basé sur de l'innovation qui va être intuitive et basée, centrée sur les usages. On met vraiment l'usage et l'expérience utilisateur au cœur aussi de nos missions et des produits qu'on va développer, des services digitaux qu'on va proposer. Alors la transformation digitale de Pôle emploi, elle s'est déjà opérée en interne depuis 2015. Donc je voulais juste vous faire une parenthèse là-dessus pour comprendre aussi un petit peu la logique d'innovation et d'ouverture. C'est qu'avant de pouvoir s'ouvrir à l'externe, on induit aussi des changements en interne dans l'entreprise. Donc à Pôle emploi, cette transformation numérique, digitale, elle va être représentée par tout un réseau d'ambassadeurs du digital. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 2200 ambassadeurs du digital qui sont dans toutes les agences en France. Et ce sont des personnes ressources qui vont avoir pour rôle principalement l'acculturation déjà auprès de leurs propres collègues pour que tout le monde ait le même degré d'information sur les applications mobiles, sur les services qu'on propose ou sur l'évolution de nos sites web. Mais ils ont aussi un rôle d'acculturation à l'externe auprès de nos partenaires. On travaille beaucoup avec les missions locales, avec Cap Emploi, avec d'autres structures, des collectivités territoriales, etc. Donc c'est un rôle clé. Et ça, Pôle emploi l'a mis en avant dans sa transformation digitale interne. Cette transformation, elle se traduit aussi par des réseaux sociaux. On a des plateformes d'idéation. Tout ça pour favoriser la collaboration et les échanges dans le but de créer de nouveaux services. Elle se traduit aussi par des challenges. On a des startups internes à Pôle emploi. Alors oui, on a des intrapreneurs. C'est-à-dire qu'à Pôle emploi, tout salarié, peu importe dans quel service, dans quel domaine il travaille, tout salarié à Pôle emploi peut déposer sur une plateforme une idée d'un service, d'une appli, etc., qui va être utile à un demandeur d'emploi ou à une entreprise. Et le but, c'est de pouvoir aussi développer sa propre start-up. Donc on accompagne aussi nos intrapreneurs à Pôle emploi pour innover. Il y a aussi des accélérateurs de projets. On a un incubateur, la Fabrique. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et on a aussi à Pôle emploi un lab. Comme beaucoup de grandes entreprises en France, Pôle emploi a un lab qui a fait des petits, puisqu'on a 13 labs dans les régions. Ce sont vraiment des espaces physiques dédiés à l'innovation collaborative. On invite autant des entreprises, des demandeurs d'emploi, des partenaires, des startups à venir
phosphorer sur des idées et des problématiques communes pour en dégager des axes, voire même des services ou des outils. Donc voilà, moi je voulais vous dire un petit peu ce qui se passe déjà en interne à Pôle emploi. Et en parallèle de cette transformation interne, Pôle emploi a lancé en mars officiellement, lors du salon Big Data, on a lancé notre plateforme qui s'appelle pôle emploi.io. Alors IO pour innovation ouverte. On vient d'en parler, l'open innovation. L'objectif vraiment de cette plateforme, ça va être d'accélérer les rencontres entre tous les porteurs de projets. Cette plateforme, elle s'adresse à tout le monde, à tout porteur de projet, dans le but de co-construire plus rapidement des services qui vont être utiles autant aux demandeurs d'emploi qu'aux actifs, mais aussi aux entreprises. Cette plateforme, elle a aussi pour rôle d'informer largement sur notre offre de services digital pour les employeurs. Et je dirais même qu'au-delà de co-construire, l'idée de cette plateforme, ça va être de co-réfléchir, c'est-à-dire d'identifier des problématiques ou des cas d'usage communs et de co-réfléchir à comment on peut trouver des solutions digitales derrière. Alors c'est une première version. Pôle emploi.io, c'est une première version. Je le disais, elle a été lancée en mars. Elle va évoluer et vous verrez par la suite qu'on a besoin de vous et de vos avis. Cette plateforme, donc, elle repose sur 4 piliers, je l'ai dit. Il y a l'open data, être incubé, pitché et diffusé. Moi, j'ai envie déjà de vous parler de l'open data à Pôle emploi. Parce qu'il faut savoir qu'à Pôle emploi, on a un patrimoine de données, c'est-à-dire des historiques de demandeurs d'emploi, des parcours, des formations, des historiques aussi au niveau des offres d'emploi. Toutes ces données, ça se compte en pétaoctets. Donc c'est juste énorme. Et tous ces silos de données-là, on s'est mis quand même à réfléchir, on se dit, tiens, on a de la matière, on pourrait en faire quelque chose. Alors la data, c'est un formidable terrain déjà pour l'intelligence artificielle. Je pourrais en parler, mais ce n'est pas le but. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine conférence l'année prochaine. Mais au niveau de l'intelligence artificielle, on va créer un data lake. Donc toutes ces données, tous ces pétaoctets de données, on les a rangés dans un lac de données, dans lequel on va piocher, pour l'intelligence artificielle, mais aussi une partie de ces données, on a décidé de les mettre à disposition de tous, sous forme d'API. Donc les API, aujourd'hui, on en compte 34 dans notre catalogue sur la plateforme. Il faut savoir qu'en 2017, on en avait 10. En 2018, on en comptait 27. Et là, en 2019, on en compte 34. Et l'année n'est pas encore finie. On est en septembre. Alors, je vous dis ça, le but, c'est pas de créer des API pour créer des API. C'est super, on a des grands chiffres, ok. Mais ce qui nous intéresse, c'est derrière à quoi ça sert. C'est-à-dire que pour chaque API créé, pour chaque jeu de données, pour chaque information qu'on va mettre à disposition, derrière, il y a un cas d'usage qui est vraiment identifié. Il y a une utilité derrière qui a été pensée, réfléchie, et on a pu sortir une API qui va répondre tout ou partie au problème identifié. Donc sur ces 34 API, ça concerne différents domaines. Vous allez retrouver des API sur les statistiques sur le marché de l'emploi, par exemple. Vous allez trouver aussi plus de nos 250 000 offres d'emploi qui sont actualisées et en temps réel. Parce que l'avantage d'une API, c'est bien d'avoir de la donnée, de la data en temps réel. Sinon, vous aurez mis à disposition des tableaux Excel. C'est moins sympa. Et on trouve aussi des référentiels de métiers, code ROM, compétences, partenaires, etc. Donc il y a beaucoup de sujets différents au format API. Et nous avons plus de 6 millions d'appels tous les mois sur ces données. Ça représente aussi 192 services qui fonctionnent aujourd'hui, depuis plus de 3 mois en continu, avec les données de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'avec ces données mises à disposition, on arrive à enrichir des services, des sites web, des applis mobiles, des chatbots, grâce à nos données, à nos data. Alors, il y a un exemple concret, c'est CV Designer. CV Designer, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais mes collègues n'ont pas le droit de répondre à la question. CV Designer, alors c'est une plateforme parmi d'autres qui propose de faire un CV en ligne et de faire un très beau CV réalisé en ligne. Mais l'intérêt, et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec CV Designer, on a un partenariat. Et je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, si c'est assez grand, mais à l'instar du bouton se connecter avec LinkedIn, se connecter avec Facebook, on a un bouton se connecter avec Pôle emploi. Et là, ça va permettre de générer en quelques secondes, en quelques clics, très rapidement, un CV pour le candidat
qui va se connecter et ça va rapatrier toutes les données de son profil de compétences quand il s'inscrit à Pôle emploi dans son CV. Alors vous imaginez le gain de temps. Quand on s'inscrit à Pôle emploi, on doit donner l'expérience que l'on a, le métier recherché, quel diplôme vous avez, quelle formation, les langues pratiquées, etc. Et si à chaque fois on doit tout retaper, etc., c'est un peu compliqué. Donc là, on a vraiment toutes ces données issues du profil de compétences qui vont en un clic être mises à disposition. Il y a une passerelle qui se forme avec CV Designer et le candidat, il a vraiment son CV qui est généré en quelques clics. Alors, l'avantage, je le disais, pour l'utilisateur, d'avoir cette fonctionnalité-là, c'est un gain de temps énorme. Il peut vraiment se focaliser sur sa stratégie de recherche d'emploi et il y a un gain de temps sur la démarche de conception du CV. Et quand on voit ça, là, on se dit, on est vraiment dans notre rôle. Là, on met vraiment la data au service de l'emploi. On est dans le concret. Alors, derrière ce bouton, c'est une API qui s'y cache. C'est l'API se connecter avec Pôle emploi. C'est une API dite restreinte. Bien évidemment, on est sur de la donnée personnelle. Et du coup, on ne peut pas donner l'accès comme ça à tout le monde. Nous avons 3 types d'API différentes sur notre portail. Ce sont donc les API qui sont restreintes, qui concernent tout ce qui est portabilité de données personnelles au niveau des demandeurs. On a les API qui sont publiques, comme par exemple l'API sur les offres d'emploi, qui sont facilement accessibles. Et on a aussi les API dites partenaires. Alors les API partenaires, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Nous, on a un catalogue, ok, on a nos API, c'est super. Et nos partenaires qui, eux aussi, développent des API, on peut proposer de les héberger aussi sur notre store. Et là, je pense notamment, on a e-Territoire, qui est une start-up qui a l'API cadre de vie des communes. On a aussi MindMatcher avec Match via Soft Skills. Donc toutes leurs API peuvent être aussi directement mis sur notre catalogue. Donc ça va dans les deux sens. Alors avant de terminer cette partie sur l'open data, je voulais vous parler de 2 mots. Il y a 2 termes. C'est le widget et Swagger. Alors, il y a un point commun entre ces 2 mots, hormis le fait qu'ils contiennent tous les 2 un W. Ok. Le widget et le Swagger, en fait, ils concernent tous les 2 notre API phare, c'est l'API offre d'emploi. C'est notre API qui est la plus utilisée, sur laquelle il y a le plus de nombre d'appels. Et plus de 50% des utilisateurs de l'API offre d'emploi, ce sont des collectivités territoriales. Et ça a son importance, son intérêt. On a décidé du coup de développer un widget et un Swagger sur cette API offre d'emploi. Alors le widget, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un module graphique plus facilement intégrable que l'API en soi, que ces lignes de code. C'est une surcouche au-dessus de l'API, une surcouche graphique qui va permettre, il y a un visuel, il y a un petit copier-écran, d'avoir ce type de rendu-là sur votre service, sur votre site web par exemple. Alors imaginons, je peux être une collectivité territoriale où je suis la ville de Metz et j'aimerais mettre en valeur les offres de mon territoire sur ma page web. En utilisant le widget, on peut avoir cette représentation graphique et mettre directement à disposition toutes les infos en termes d'offres d'emploi sur son secteur. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Et il y a aussi le mot Swagger. Alors le Swagger, on est vraiment sur une fonctionnalité de testing. C'est-à-dire qu'avant qu'un développeur puisse se fader des lignes de code et intégrer une API et après voir si ça colle à son besoin, le Swagger, c'est juste une fonctionnalité de testing. On va vérifier que les données et ce dont moi j'ai besoin, elles sont bien dans l'API avant que je puisse l'intégrer dans mon site web. En gros, l'idée, c'est de pouvoir jouer avec tous les paramètres de l'API. Alors, je reprends mon exemple de collectivité territoriale. Je suis la ville de Metz. Mais par contre, je veux uniquement mettre les offres à disposition dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme. Mais je ne sais pas si c'est possible, moi, avec l'API, parce qu'on a de la documentation technique sur notre site, où on a tout qui est détaillé. Mais concrètement, quand on peut le tester en vrai, je pense que c'est un peu plus simple aussi que parfois qu'une documentation. Et là, on va pouvoir jouer avec ces paramètres. Le développeur va voir que ça colle à son besoin. Et du coup, ça facilite aussi l'intégration de l'API. On est sûr que ça colle aux besoins identifiés. Alors, voilà pour la partie Open Data. On a beaucoup de startups qu'on incube qui utilisent nos données. Et oui, on a un incubateur de startups qui s'appelle La Fabrique. La Fabrique, donc on le retrouve, ces informations dans la brique être incubée. La Fabrique, c'est vraiment un accompagnement, on va dire, quasiment sur mesure en fait, puisque on a la possibilité d'incuber
2 startups tous les 6 mois à Pôle emploi, ce qui représente 4 startups par an, si je fais bien le compte. Et ces startups, en fonction de l'étape dans laquelle elles sont, elles n'ont pas forcément toujours les mêmes besoins. Donc ça va être déjà de la mise à disposition de locaux. Quand on est une start-up, on n'a pas forcément le local identifié, donc ça nous permet déjà d'avoir un local. Ça vous permet aussi d'être en contact avec toute une équipe qui va pouvoir vous mettre en relation avec les bonnes directions à Pôle emploi, les bonnes directions métiers. Et puis, on peut même aller jusqu'à réaliser des tests utilisateurs. Donc ça, c'est très riche et ce sont des retours très importants. Des tests utilisateurs auprès des demandeurs d'emploi dans les agences, sous forme de POC. Donc ça, c'est réalisable aussi quand on est incubé au sein de la fabrique. À ce jour, on a incubé 18 projets, internes comme externes. Souvenez-vous, on a aussi des intrapreneurs. Ils peuvent passer par la fabrique. Et puis, donc, les startups qui, pas toutes, mais les startups qu'on a pu incuber, elles sont peut-être passées aussi par la case pitcher à Pôle emploi. Alors là, c'est un dispositif, donc c'est la 3e brique qui compose Pôle emploi.io. Pitcher, c'est vraiment le dispositif de veille qui va permettre à tout offreur de service de venir pitcher son service au sein de la direction générale. En fait, ça fonctionne sous forme d'appel à candidature sur Internet, sur notre site, sur notre plateforme. Et puis, si vous gagnez, vous avez gagné le droit de venir pitcher à la DG pendant 10 minutes votre projet. On a 10 minutes d'échange, de questions-réponses, et 10 minutes de délibération. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est soit la solution proposée, elle va correspondre à un enjeu de Pôle emploi, à une problématique identifiée. Et à ce moment-là, ça peut apporter un plus autant pour la start-up comme pour Pôle emploi. Et à ce moment-là, on peut envisager de travailler ensemble. Ça peut être d'être incubé, on peut faire des POC, etc. Il y a vraiment plein de solutions. Il n'y a pas de modèle unique existant. Ça va être en fonction des start-up. Ou alors, parfois, les solutions ne correspondent pas aux attentes. Ou alors, ce n'est pas le bon timing. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à Pitch à Pôle, c'est toujours un avantage autant pour la start-up qui va venir pitcher, parce que même si on lui dit, on va peut-être pas continuer pour le moment, mais on peut donner des conseils. On peut lui dire vers quoi se tourner, comment améliorer son service pour éventuellement revenir l'année prochaine pour envisager une collaboration. Et c'est aussi très riche pour Pôle emploi. Parce qu'au niveau des startups, Pôle emploi doit beaucoup aussi aux startups. Au-delà de la solution en elle-même, ce que ça permet, c'est d'avoir une veille, d'être informé toujours sur les évolutions, sur les nouvelles technologies, et aussi d'envisager d'aller sur des champs qu'on n'aurait pas investigués forcément auparavant. Et ça, c'est très riche aussi pour Pôle emploi. Et nous avons donc 4 pitchs toutes les 6 semaines. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur le site, il y a toujours une date avec un appel à candidature. La dernière brique qui compose Pôle emploi.io, c'est la rubrique diffusée. Alors, avant de commencer, parce qu'on aurait du mal à comprendre ce que c'est que diffuser si on ne connaît pas vraiment l'Emploi Store. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous, la plateforme Emploi Store ? Oui ? Ok, ça fait plaisir déjà à savoir. L'Emploi Store, c'est une plateforme qui recense plus de 300 services qui sont en lien avec l'emploi ou la formation, et c'est à destination autant des demandeurs d'emploi, mais pas que. C'est aussi à destination des actifs ou des entreprises. C'est une plateforme qui va proposer plein de services, et derrière le mot service, j'entends des MOOC, des serious games, des applis mobiles, des sites web, bref, toute une offre, toute une palette de services digitaux utiles, autant sur des sujets comme la création d'un projet professionnel, comme la création d'entreprises ou la recherche d'emploi à l'international. Donc c'est une bibliothèque en fait bien rangée de services digitaux. Eh bien, sur la partie diffusée de Pôle emploi.io, c'est le pendant de l'Emploi Store, mais en fait pour les professionnels. On va vous donner ici sur cette page tous les avantages à être référencés sur cette plateforme. Il faut savoir que la plateforme Emploi Store, donc, qui est née en juillet 2015, elle bénéficie de plus d'1 million de visites chaque mois. Donc c'est une audience qui est non négligeable. Donc sur cette page, vous allez revoir justement tous ces avantages en termes d'audience, en termes de suivi aussi de statistiques, et aussi en termes de notes et de commentaires. Parce que tous les utilisateurs qui sont sur l'Emploi Store peuvent laisser une note et ou un commentaire, un peu à la manière d'un TripAdvisor, toute proportion gardée. Donc sur cette page, vous avez aussi les informations. Il y a des critères pour être référencé, bien évidemment. Les services proposés aux demandeurs d'emploi, on vérifie qu'il y a aussi un intérêt, que ce soit gratuit ou en mode freemium en partie.
Et on a aussi beaucoup de partenariats, par exemple, Open Classroom propose des services freemium et propose des MOOC gratuits pour les demandeurs d'emploi pendant une durée de 3 mois. Ça, c'est un exemple de service freemium. On paye si on en veut plus. Mais en tout cas, il y a différents critères. Et sur cette page, vous allez vraiment retrouver tous les avantages à être référencés sur cette plateforme Emploi Store. Alors, par rapport à Pôle emploi.io, en fait, l'idée et ce que j'aimerais vous faire retenir comme principe, c'est que peu importe l'étape dans laquelle on peut se trouver, que l'on soit une start-up et qu'on cherche un incubateur, pensez à la rubrique être incubé. On a toujours un service qui peut correspondre sur cette plateforme par rapport à l'étape dans laquelle vous êtes dans votre projet. Si vous avez déjà un service, un site qui existe, mais que vous souhaitez l'enrichir ou l'améliorer avec les données de Pôle emploi, pensez à la rubrique Open Data. On a vraiment de la donnée qui est mise à disposition dans le but justement d'enrichir des services. Et puis si vous avez déjà un service qui fonctionne bien, mais vous dites ça pourrait intéresser, j'aimerais bien travailler avec Pôle emploi, là on va peut-être plus penser à la rubrique pitcher. Vous pouvez venir, c'est le meilleur moyen de rencontrer les bonnes personnes à Pôle emploi par rapport à votre projet. Et puis, si vous avez déjà un service clé en main et que vous dites ça peut intéresser, peut-être c'est utile pour des demandeurs, c'est utile pour des conseillers ou des entreprises, et que vous souhaitez être à la recherche d'une audience, d'une notoriété, on a la brique diffusée. Donc voilà, tout ça pour vous dire que peu importe l'étape dans laquelle vous êtes, vous pouvez aller consulter notre plateforme. Il y aura sûrement quelque chose qui peut correspondre à votre besoin. Et puis, on a aussi des belles histoires. On a des structures qui sont passées par la case Pitch à Pôle. Donc, on a des startups qui sont venues à la direction générale, qui sont venues pitcher. On leur a dit « OK, ça nous intéresse ». On leur a proposé d'être incubés. Ensuite, elles ont enrichi leur propre service avec les datas, les données de Pôle emploi. Et ensuite, on les a vues être propulsées directement sur l'Emploi Store. Alors, je ne l'invente pas. Je pense notamment à Ulysse.co ou à ToutJob. Voilà, et c'est avec ces belles histoires-là que, pour moi, on peut vraiment dire qu'on met à Pôle emploi l'open innovation au service de l'emploi. Avant de terminer, j'ai envie de vous dire, restez informés, suivez-nous sur les réseaux, sur notre chaîne YouTube, sur Twitter, sur Facebook. On vous donne aussi des informations sur l'évolution de nos API qui sont constamment améliorées ou on change les fonctionnalités. Et puis, avant de laisser la parole à mes collaborateurs de la start-up Trade Union, j'ai envie de vous dire qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous et de vos retours. Je disais que les retours utilisateurs sont très précieux. On en a besoin. Pôle emploi.io, c'est une première version de la plateforme. Elle va évoluer à la fin de l'année. Et nous avons conçu, alors spécifiquement pour le GEN, des tests qui durent 5 minutes. On est sur le stand F3. Et je vous invite à venir passer nous voir pour avoir aussi vos retours qui sont très précieux pour nous. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à la start-up Trade Union. Bonjour à tous. Je m'appelle Shaim Martinez, je suis avec Edwina et Guillaume. On est tous les trois membres de la start-up Trade Union. Je vous ai expliqué un petit peu ce qu'est Trade Union et en particulier, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on a été très gentiment invités pour parler du fait que autour des services Pôle emploi, des API, etc., il y avait des solutions qui se montaient. Nous, on en fait partie. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer comment, déjà ce qu'on fait et puis comment on s'intègre aussi avec l'écosystème de Pôle emploi.io. Alors, la première chose, c'est que Trade Union, c'est une start-up d'État. Qu'est-ce que c'est une start-up d'État? C'est une start-up qui n'est pas une start-up privée, c'est-à-dire qu'on n'est pas une société de droit privé. On est incubé par beta.gouv.fr, qui est un incubateur, une sorte de communauté, une sorte de communauté d'incubateurs, parmi lesquels la Fabrique, ou voilà, il y a divers incubateurs qui sont là. Et donc cette communauté d'incubateurs de l'État, elle est hébergée et elle appartient à la direction interministérielle du numérique. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager des bonnes pratiques et
pouvoir faire en sorte que les différentes initiatives d'innovation dans les différents ministères ou collectivités locales puissent voilà, qu'il puisse y avoir des synergies entre toutes ces startups-là. Alors une startup d'État, c'est c'est une organisation qui est un peu particulière. Donc comme je vous disais, on est une startup. On n'est pas une start-up privée, on est public. On est constitué au début d'une petite équipe. Donc nous, par exemple, on est 4, donc il manque Damien aujourd'hui. L'autre chose, c'est qu'on a un budget qui est prédéfini, qui est assez modeste, mais justement, c'est un petit peu le but. Et enfin, on a un délai d'existence qui est court, qui est fixé à 6 mois. L'objectif d'une start-up d'État, c'est au final, dans ces 6 mois-là, avec ce budget-là et une équipe dédiée, essayer d'avoir un maximum d'impact pour l'usager. Et donc, c'est vraiment notre priorité. À la fin de ces 6 mois, si on n'a pas prouvé l'impact qu'on pouvait avoir vis-à-vis des usagers, donc là, par exemple, dans notre cas, vis-à-vis des demandeurs d'emploi, eh bien, dans ce cas-là, on n'a plus de financement et le projet s'arrête tout simplement. Donc, on essaye vraiment de s'inspirer du mode de fonctionnement des startups privées. Et l'autre spécificité des startups d'État, c'est qu'on est une équipe qui est autonome et autogérée, c'est-à-dire que on a un développeur qui est Guillaume. Moi, je m'occupe de la partie croissance de la startup. Edwina est l'expert métier et l'intrapreneuse de la start-up. Et donc, voilà. Et puis ensuite, il y a Damien qui est un coach. Donc, à nous 4, on est autonomes et on a les compétences pour essayer de régler un problème donné de façon agile et incrémentale. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de faire chez Beta.gouv. Et la startup Trait d'Union, finalement, c'est un partenariat entre Beta.gouv et la région Grand Est qui est venue nous voir avec un problème et pas une solution. Donc le problème, le constat, c'est que par an, il y a 50 000 personnes 50 000 demandeurs d'emploi qui sont formés sur un budget alloué par la région de 295 millions d'euros. Et sur ce budget très important, il n'y a que 45% des demandeurs d'emploi qui ne retrouvent pas un travail un an après. C'est-à-dire que la région finance une formation qualifiante dans des métiers en tension, c'est-à-dire vraiment des métiers qui recrutent. Et indépendamment de cela, une grosse partie, un an après, est toujours au chômage. Et donc ça, c'est le problème avec lequel on est venu nous voir et c'est le problème qu'on essaie de résoudre avec Trait d'Union. Alors pour essayer de résoudre un problème, il faut essayer de bien le comprendre. Donc la première étape, une bonne solution, c'est un bon problème. Et donc du coup, on a passé un certain nombre de temps à discuter avec des demandeurs d'emploi. On a fait une enquête auprès de 2100 sortants de formation de la région. On a fait une autre enquête auprès de quasiment 500 entreprises recrutant dans la région Grand Est. On a fait une 50aine d'entretiens téléphoniques avec des demandeurs d'emploi, avec des conseillers Pôle emploi, avec des entreprises qui recrutent. On a organisé en mars ce qu'on appelle un Open Lab pour mettre tous ces gens-là autour de la table. Donc on avait dans une salle un peu plus grande qu'ici 5 grandes tables et dans chaque table, eh bien, il y avait un demandeur d'emploi, un organisme de formation, un conseiller Pôle emploi, une entreprise qui n'arrivait pas à recruter, et puis nous, bien sûr. Voilà. Et puis des personnes de la région. Donc, on a mis tous ces gens-là ensemble, et puis on a essayé de trouver une solution, la meilleure solution à ce problème-là. Alors, ce qu'on a appris de ce travail d'identification du problème, c'est que finalement, dans les 45% de personnes qui ne trouvaient pas de travail un an après, beaucoup pensaient avoir eu une mauvaise orientation, c'est-à-dire que
Finalement, on leur a proposé de faire cette formation-là, voilà, comme ça. Ou sinon, ils ont choisi un peu au hasard la formation qu'ils voulaient faire. Ou sinon, c'était pas exactement la formation qu'ils voulaient faire, mais ça se rapprochait plutôt. Et donc, on s'est aussi rendu compte que certains n'étaient pas. Il y avait des problèmes de motivation. Certains demandeurs d'emploi découvraient le job pendant la formation, donc ils se rendaient compte qu'en fait, c'était pas un travail qui était fait pour eux. Et donc voilà, il y avait énormément de raisons différentes qui faisaient que justement, ces personnes-là soit ne finissaient pas la formation, soit faisaient une autre formation après, soit finalement abandonner un petit peu leur travail de requalification. Et donc, c'est là qu'on a commencé à cerner vraiment l'endroit où on pouvait avoir de l'impact. Donc là, je vais laisser Guillaume parler de la solution qu'on a co-construite avec les différentes personnes qu'on a vues pendant les 3 premiers mois. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Shahib, en fait, on s'est rendu compte, suite à toute cette analyse terrain, que le problème, en fait, on aurait moins d'impact sur le problème en se positionnant post-formation que si on arrivait, en fait, à dérisquer les parcours de formation et en fait à dérisquer la motivation des gens ou la bonne orientation dans les bonnes formations. Donc l'idée qu'on a eue à ce moment-là, c'est d'avoir une liste inédite d'offres d'emploi autour du demandeur d'emploi, mais qui soit accessible via une formation financée par la région. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Donc du coup, on a imaginé un process dans lequel, en fait, le demandeur d'emploi, plutôt que de chercher une formation et une orientation, puis faire la formation et enfin chercher un travail, commencer par chercher une offre d'emploi, donc commencer par chercher un employeur potentiel qui pourrait en quelque sorte le sponsoriser, le parrainer pour rentrer dans ce processus de réorientation et donc de formation financée par la région. Donc tout ça pour vraiment se dire, on envoie en formation des gens qui ont conscience du métier auquel ils s'apprêtent à être formés. Donc ça on a imaginé le faire à cette époque-là, avec dans le process pour demandeur d'emploi, donc il y a un demandeur d'emploi qui est prêt à se former, qui sélectionne une offre d'entreprise qui lui paraît l'intéresser, en signifiant qu'il est prêt à rencontrer cette entreprise. L'entreprise, elle, se positionne, ce candidat m'intéresse ou pas. Si les deux sont OK, ils se rencontrent. Donc ça permet aussi de valider une étape, quelque chose qui est très important pour les entreprises. Ce qu'on a vu dans nos études de terrain, c'est le savoir-être. Beaucoup d'entreprises ont dit, nous on est prêts à prendre des gens qui ne sont pas du tout du métier, mais qui ont un bon savoir-être et auquel cas on pourra les former à la technique. Et ensuite, ils s'engagent avec l'entreprise. Ils commencent leur stage en entreprise, voire ils font une période d'immersion avant de s'engager. Donc, ça permet de découvrir une première fois le métier. Et on fait la formation, puis l'embauche. Donc, les bénéfices, ils sont multiples pour le demandeur d'emploi. D'abord, c'est une liste d'offres qui est très compliquée à construire de soi-même. Même pour un conseiller Pôle emploi, en fait, on a discuté avec les conseillers, c'est très compliqué pour eux de se dire, par rapport aux offres et aux sessions de formation qui vont commencer dans les 6 mois à venir, quelles sont les offres auxquelles tu pourrais postuler aujourd'hui. Donc nous, on a réussi à construire cette liste-là grâce notamment à l'API Pôle emploi. Et donc, un autre des bénéfices, c'est la découverte de l'environnement de l'entreprise et ultimement l'engagement d'embauche avant de partir en formation. Pour l'entreprise, le bénéfice, il est de trouver des candidats qui sont motivés, parce que c'est des personnes qui sont quand même prêtes à suivre une formation plus ou moins longue avant de rentrer dans cette entreprise. C'est des personnes qui vont être opérationnelles dès la fin de formation, d'autant plus qu'ils auront fait toutes les périodes de stage ou d'immersion au sein de l'entreprise, donc ils auront commencé à s'acculturer à l'environnement futur. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir cette personne motivée et opérationnelle dès le jour J à post-formation. Donc on a sorti une toute première version le 16 mai 2019
avec donc une liste de formations en ligne, une liste d'emplois qui était conditionnée enfin couplée aux formations existantes dans les formations à venir, et qui permettait en fait en ligne très simplement de candidater avec un formulaire. Donc on est parti sur le Typeform pour la technique, mais en gros vraiment un formulaire très, très simple qui permettait de candidater et d'envoyer automatiquement des candidatures, enfin des intérêts aux entreprises. Donc là, du coup, je vais laisser la parole à Edwina. Merci. Je pense qu'on n'a plus que 2 minutes. Et donc, en 2 minutes, ceci, donc, cette start-up qui a commencé le 1er janvier, à peu près, enfin le 2, on va dire, a pu voir le jour notamment avec des partenariats, dont Pôle emploi. C'est pour ça qu'on est là aussi, sinon on ne serait pas là. Puisqu'on s'adresse à un problème pour le même type de public, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, que ce soit Pôle emploi ou la région. Réfléchissent à trouver des solutions pour ce type de personnes. Et donc le partenariat avec Pôle emploi est forcément important. Donc on a commencé un partenariat, on va dire, technique, avec des liens, les API de l'offre de formation. En cours, on a se connecter avec Pôle emploi, que Mélanie a montré juste avant, et également avec la bonne boîte. Mais c'est également un partenariat, on va dire, humain, où on a commencé à faire des rencontres en agence avec des conseillers, donc entreprises et demandeurs d'emploi. Et donc, pour moi, le partenariat, il est important, notamment parce que pour moi, il est indispensable, pour nous même, je parle au nom de tout le monde, il est indispensable pour avancer plus loin, parce qu'on peut faire quelque chose très bien dans notre coin, mais le but, c'est de répondre à un problème assez global sur les demandeurs d'emploi, le retour à la formation, avec la formation. Et donc, ce partenariat pourra, notamment, si ça fonctionne, aller plus loin que juste Metz aujourd'hui, région Grand Est, voire plus si la solution est une bonne solution pour aider les demandeurs d'emploi. Je remercie Mélanie avant d'oublier. Rapidement, les chiffres. Depuis quelques jours, donc nous sommes à un peu plus de 100 demandeurs d'emploi qui utilisent le site pour 470, on va dire 480 aujourd'hui candidatures en ligne. On a un taux d'ouverture d'employeurs d'à peu près 25%, donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'améliore. Et on a en cours 2 personnes qui sont en cours d'inscription en formation avec un employeur. Donc l'impact commence à arriver, parce que c'est tout récent et on a eu un beau creux pour l'été. Vive les vacances d'été. Et donc la solution a, je pense, de l'impact pour les demandeurs d'emploi, parce qu'ils ont l'air satisfaits, ils ont l'air assez ouverts sur ce type de projet. Maintenant, à nous de voir les entreprises, savoir si ça peut leur convenir, et également tout ce qui est Pôle emploi, conseiller, si ça peut rentrer également dans leur fonctionnement. Ouais, je crois qu'il n'y a plus grand-chose. Ah oui, la suite quand même, une petite suite. Donc aujourd'hui, on a un site sur Metz donc on veut étendre ça plusieurs bassins d'emploi sur la région Grand Est pour le moment, automatiser au maximum le processus, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites encore à la main, et donc géolocaliser les offres si on s'ouvre à plus loin que Metz. Et l'objectif, donc c'est notre proposition de valeur, c'est que les demandeurs d'emploi et les entreprises puissent signer des promesses d'embauche. Et on le sait sur des formations où les entreprises et les demandeurs d'emploi sont mis en ligne, en contact avant la formation, il y a un retour à l'emploi de plus de 90%, ce qui paraît un peu logique quand on le dit, mais du coup, l'objectif, c'est de faire donc signer des promesses d'embauche avec un retour à l'emploi de plus de 90% pour ces personnes. Et donc, objectif de fin d'année qui approche à grands pas. Et je pense que c'est pas mal. Les petites photos pour nous, puisque nous sommes une équipe, comme a dit Chaïb, non, c'est fini. Donc nous sommes 4 en autonomie, mais en partenariat aussi. On n'est pas tout seul dans notre coin et on essaye de faire en sorte de parler, et notamment à Pôle emploi. Merci Mélanie. Et merci à l'équipe qui me supporte. Et on avance beaucoup parce qu'en 6 mois, je pense qu'on a fait un beau travail. Je pense qu'on peut se féliciter. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Merci à vous. Partir. Pour les autographes, c'est maintenant? Non? Hein? Ah oui, on est au stand de la région, si vous voulez. Classique. Je navigue aussi sur le stand de Pôle emploi qui est pas loin. Donc région, c'est G5, et Pôle emploi, tu l'as dit Mélanie, mais je ne sais plus. F3.
Donc si besoin, nous sommes là pour en discuter.